Le soleil matinal projetait de longues ombres sur le marché animé de Ouagadougou alors que le président Ibrahim Traoré marchait parmi son peuple. Sa tenue militaire sobre contrastait vivement avec les tissus colorés et les bijoux étincelants exposés autour de lui. L'air vibrait des bruits familiers des marchandages, des moulins à grains et des rires d'enfants résonnant entre les étals. Ibrahim s'arrêta pour saluer les vendeurs âgés, son sourire sincère réchauffant leur visage guriné alors qu'ils le bénissaient en mouré et en dioula. C'était son rituel, une connexion avec le pouls du Burkina Faso, loin des formalités du palais présidentiel. Une Mercedes noire rutilante s'arrêta brusquement, sa surface polie reflétant le chaos du marché comme un miroir. Madame Célestine Ouédraogo émergea, sa robe de couturier français et ses bijoux en diamant captant la lumière du soleil. Elle observa la scène avec un dégoût évident, ses mains parfaitement manucurées serrant un sac Louis Vuitton tandis que son chauffeur restait assis, moteur allumé. La foule s'écarta instinctivement à son approche, certains reconnaissant en elle l'héritière minière dont la famille avait prospéré grâce aux contrats coloniaux. Ses yeux se fixèrent sur Ibrahim avec un mélange de mépris et de malveillance calculée qui fit reculer les vendeurs à proximité. « C'est donc ici que notre prétendu président passe son temps », lança-t-elle bruyamment, sa voix dégoulinant de dédain. Avant que quiconque puisse réagir, elle ramassa une poignée de boue dans une flaque à proximité et la lança directement sur la poitrine d'Ibrahim. La terre humide éclaboussa son uniforme, provoquant des exclamations dans la foule, des femmes couvrant leur bouche sous le choc. Ibrahim resta immobile, la boue coulant de sa veste, ses yeux rencontrant les siens avec un calme troublant. Le marché se tut, hormis le bourdonnement lointain de la Mercedes au ralenti et le souffle lourd de Célestine. Madame Célestine Ouédraogo n'avait jamais connu le goût du porridge de mil ni le poids des seaux d'eau sur sa tête. Née dans la dynastie minière Ouédraogo, son enfance s'était déroulée dans des manoirs climatisés pendant que ses pères luttaient dans des salles de classe surpeuplées. Son père, Marcel Ouédraogo, avait bâti sa fortune grâce à des contrats exclusifs avec les administrateurs coloniaux français, extrayant de l'or pendant que les communautés locales ne recevaient rien. Célestine avait hérité non seulement de la richesse, mais aussi d'une conviction profonde que le pouvoir appartenait à ceux qui pouvaient se l'offrir. Son éducation dans un pensionnat suisse avait affûté son arrogance en une arme tranchante qu'elle utilisait contre quiconque qu'elle jugeait inférieur. Les domestiques qui l'avaient élevée lui avaient murmuré des histoires sur les anciennes traditions, mais elle les avait rejetées comme des contes primitifs. À 35 ans, Célestine contrôlait 3 grandes opérations minières en Afrique de l'Ouest, chacune témoignant de son sens impitoyable des affaires. Son appartement parisien donnait sur les Champs-Élysées, tandis que son manoir à Ouagadougou se dressait derrière de hauts murs surmontés de barbelés. Elle parlait couramment le français, l'anglais et l'allemand, mais refusait de négocier dans une langue locale, la considérant indigne de son statut international. Son mariage avec un diplomate français s'était soldé par un divorce lorsqu'il avait découvert son implication dans des exportations illégales de minerais. Le scandale avait été étouffé par des paiements généreux à des journalistes et à des fonctionnaires. Elle était revenue au Burkina Faso non par amour pour son pays, mais parce que des enquêtes européennes se rapprochaient de ses comptes offshore. La haine de Célestine pour Ibrahim Traoré provenait de ses campagnes anticorruption qui lui avaient déjà coûté des millions en contrats perdus. Ses discours sur la dignité africaine et l'autonomie menaçaient les systèmes coloniaux qui avaient enrichi sa famille. Elle voyait son ascension comme une attaque personnelle contre son mode de vie, un mouvement populiste dangereux qui pourrait inciter d'autres à remettre en question son autorité. Ses amis à Paris et à Londres murmuraient que les jeunes leaders africains comme Ibrahim étaient instables, voués à l'échec comme tant d'autres avant eux. Elle était revenue au Burkina Faso avec la mission de leur donner raison. La confrontation au marché était censée être son premier coup dans une campagne soigneusement orchestrée pour humilier et discréditer le président. Sous son apparence soignée, Célestine portait le poids d'un secret familial qui hantait ses nuits sans sommeil. Les journaux de son grand-père, cachés dans un grenier poussiéreux, contenaient des registres de transactions qui avaient détruit des villages entiers pour accéder aux mines, les noms des familles déplacées, les pots de vin versés aux chefs, les dégâts environnementaux, tout minutieusement documenté de son écriture soignée. Elle avait découvert ces journaux après les funérailles de son père, les lisant à la lueur des bougies alors que le tonnerre grondait dehors. La culpabilité et la honte l'avaient poussée à boire du vin coûteux seul, fixant des photos d'enfants dont l'avenir avait été volé par sa famille. L'attaque contre Ibrahim ce matin la visait autant à faire taire sa propre conscience qu'à protéger ses intérêts commerciaux. Ibrahim resta parfaitement immobile alors que la boue coulait lentement de son uniforme, sa respiration régulière malgré le choc qui parcourait la foule. Ses yeux ne quittèrent jamais le visage de Célestine, mais il n'y avait aucune colère dans son regard, seulement un calme profond et déstabilisant qui semblait la troubler plus qu'une réponse criée n'aurait pu le faire.
Il sortit un mouchoir blanc de sa poche et essuya la boue de ses mains avec des gestes mesurés. Le marché resta figé dans le silence, vendeurs et clients attendant de voir comment leur président réagirait à un tel manque de respect. Sa formation militaire lui avait appris que la véritable force se manifestait souvent par la retenue, non par la riposte. Il plia le mouchoir souillé et le remit dans sa poche, ses gestes empreints de la dignité des générations qui avaient enduré des humiliations bien pires. Madame Ouedraogo, dit enfin Ibrahim, sa voix portant clairement à travers le marché silencieux, sans trace de colère ni de condescendance, cette boue que vous avez jetée, c'est la même terre qui nourrit notre peuple, le même sol que nos ancêtres ont défendu avec leur sang. Il désigna le sol sous leurs pieds, où des gouttes d'eau boueuse formaient de petits cercles sombres dans la poussière. Vous y voyez quelque chose de sale, un moyen de me couvrir de honte, mais j'y vois le fondement de tout ce que nous luttons pour protéger. Ces paroles portaient l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait affronté des coups d'état militaires et des ingérences étrangères avec la même sérénité inébranlable. La foule se pencha légèrement, captivée par la poésie inattendue de sa réponse face à une attaque si grossière. Même Célestine, malgré sa détermination à rester méprisante, se surprit à écouter. Ibrahim parcourut du regard les visages autour d'eux, paysans, commerçants, mères tenant leurs enfants, vieillards appuyés sur des cannes, tous son peuple, tous témoins de ce moment. Nous construisons un nouveau Burkina Faso, où la richesse de notre terre sert ceux qui la travaillent, non ceux qui l'exploitent depuis des bureaux climatisés. Il se tourna vers Célestine, son regard ferme et inébranlable. Votre boue ne peut entacher la vision que nous portons, madame, car elle est enracinée dans quelque chose de plus profond que votre colère ou votre peur. La foule commença à murmurer son approbation, certains hochant la tête en reconnaissant la vérité dans les mots de leur président. Le calme d'Ibrahim avait transformé ce qui aurait dû être un moment d'humiliation en une démonstration de dignité et de force qui faisait de lui un leader digne d'être suivi. Le marché s'anima d'un murmure de conversation, les voix formant un bourdonnement qui semblait vibrer dans l'air. Mama Fatou, une vendeuse de légumes qui connaissait les épreuves depuis l'enfance, resserra son pagne autour de sa taille et secoua la tête avec incrédulité. Cette femme n'a aucune honte, marmonna-t-elle à sa voisine, ses mains burinées désignant la robe de créateur de Célestine. Des jeunes vendeurs de cartes téléphoniques et de cigarettes s'approchèrent, leurs visages s'assombrissant de colère en comprenant l'insulte subie par leur président. Les enfants qui jouaient entre les étals restaient figés, ressentant la tension sans la comprendre pleinement. Le chef du marché, Papa Bouma, caressa sa barbe grise d'un air pensif, son regard passant d'Ibrahim à Célestine alors qu'il pesait la gravité de la scène. La signification de cette confrontation sans précédent galvanisait l'atmosphère. Un groupe d'étudiants universitaires, qui achetaient leur petit déjeuner, se mit à parler avec animation, leur voix éduquée perçant le murmure général avec des remarques cinglantes sur le colonialisme et la dignité. Elle pense que son argent la rend supérieure à notre président, déclara une jeune femme, ses tresses oscillant alors qu'elle secouait la tête avec véhémence. Les commerçants du marché abandonnèrent leurs étals, attirés par l'intensité du drame qui se déroulait sous leurs yeux, leurs clients oubliaient tandis que l'histoire s'écrivait en temps réel. Certaines femmes commencèrent à lancer des you-you, ce cri traditionnel marquant les moments de grande importance, leur voix montant et descendant en rythmes ancestraux. Ce son sembla réveiller quelque chose de primal dans la foule, une mémoire collective de résistance et de fierté, endormie mais jamais éteinte. Même le chauffeur de Célestine remua inconfortablement sur son siège, percevant l'énergie dangereuse qui montait autour de la Mercedes rutilante de sa patronne. L'humeur de la foule changea, comme une tempête imminente, passant du choc à la colère, puis à quelque chose de plus complexe et potentiellement explosif. Certaines voix réclamèrent une action immédiate, exigeant que cette femme irrespectueuse soit remise à sa place. D'autres prônaient la retenue, pointant du doigt la réponse calme d'Ibrahim comme un exemple à suivre plutôt qu'à trahir par la violence. L'énergie commerciale habituelle du marché s'était transformée en quelque chose de politique et profondément personnel, comme si l'attaque de Célestine avait réveillé des sentiments longtemps refoulés sur la dignité, le respect et le pouvoir. Les jeunes mères serraient leurs enfants contre elles tout en s'avançant, déchirées entre l'instinct de protection et la curiosité de voir comment ce conflit se résoudrait. L'air vibrait de possibilités, comme si les instants à venir allaient déterminer non seulement le sort de deux individus, mais la direction de quelque chose de bien plus vaste et significatif. Alors que l'énergie de la foule tourbillonnait autour d'elle, Célestine sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, une douleur familière qu'elle avait noyée pendant des années dans du vin coûteux et des voyages internationaux. Les regards posés sur elle n'étaient pas seulement empreints de colère, ils exprimaient une déception, une blessure qui lui rappelait les yeux de sa grand-mère lors de leur dernière conversation. Mama Aminata,
la seule membre de sa famille à avoir osé dire la vérité à la dynastie Ouedraogo, l'avait averti que leur richesse était bâtie sur la souffrance de leur peuple. Un jour, ma petite, tu devras choisir entre ton argent et ton âme, avait murmuré la vieille femme sur son lit de mort. Célestine avait rejeté ces mots comme les divagations d'une personne figée dans le passé, mais ils résonnaient maintenant dans son esprit avec une clarté terrifiante. La boue sur l'uniforme d'Ibrahim semblait soudain moins une arme qu'une preuve de sa propre faillite morale. Entourée par le peuple que sa famille avait exploité pendant des générations, Célestine commença à se voir à travers leurs yeux pour la première fois. Ce n'étaient pas les masses anonymes qu'elle imaginait depuis ses bureaux climatisés. C'étaient des individus avec des rêves, des luttes et une dignité qu'elle venait de piétiner. La femme vendant des tomates lui rappelait sa nourrice d'enfance, qui chantait des berceuses en mouret tout en nettoyant le manoir bâti sur une richesse volée. L'étudiante aux yeux pleins de colère ressemblait au fils de son cousin, qui avait cessé de lui parler après qu'elle eut fermé une école communautaire pour agrandir ses opérations minières. Ses mains se mirent à trembler alors qu'elle réalisait que son attaque contre Ibrahim n'était pas seulement une agression contre un président, mais contre tous ceux qui voyaient en lui un espoir. Le poids de 3 générations d'exploitation s'abattit sur ses épaules, une charge écrasante qu'elle ne pouvait plus ignorer. Cette révélation la frappa comme un coup physique. Elle comprit qu'elle était devenue exactement ce que sa grand-mère avait redouté. Son éducation coûteuse, son mode de vie sophistiqué, ses relations internationales, rien de tout cela ne pouvait masquer le fait qu'elle avait choisi l'argent au détriment de l'humanité à chaque moment crucial. Les enfants qui la regardaient avec de grands yeux avaient le même âge que ceux dont l'avenir avait été détruit par la pollution et les déplacements forcés causés par ces mines. La dignité calme d'Ibrahim face à sa cruauté ne faisait que souligner à quel point elle s'était éloignée des valeurs que sa grand-mère avait tenté de lui transmettre. Sa gorge se serra alors qu'elle réalisait que ce moment au marché n'était pas une question de politique ou d'affaires, mais de la personne qu'elle avait choisi de devenir. L'impensable commençait à se produire dans son cœur, une transformation qu'elle n'avait jamais imaginée possible, déclenchée par la boue qu'elle avait jetée dans un élan de colère. Alors que le tremblement de Célestine s'intensifiait, une femme âgée émergea de la foule. Son visage marqué par les scarifications distinctives du peuple Mossi, Mama Salamata avançait lentement mais avec détermination, son pagne coloré bruissant à chacun de ses pas. Ses yeux se fixèrent sur Célestine avec une reconnaissance qui glaça le sang de la jeune femme, réveillant des souvenirs enfouis sous des décennies d'oubli volontaire. « Célestine, enfant de mon cœur », dit doucement la vieille femme, sa voix portant à travers le marché silencieux comme une prière. La foule s'écarta respectueusement à son passage, sentant instinctivement qu'il assistait à quelque chose de sacré et profond. Les genoux de Célestine faillirent se dérober lorsqu'elle reconnut la femme qui avait été la cuisinière de sa famille avant que son père ne licencie tout le personnel local pour engager des domestiques français. « Tu as oublié qui tu es, petite ?» poursuivit Mama Salamata, plongeant la main dans son sac en tissu usé pour en sortir un objet enveloppé dans un tissu décoloré. Avec des gestes délicats, elle dévoila une petite sculpture en bois, un masque miniature que Célestine reconnut de son enfance, lorsqu'elle se faufilait dans la cuisine pour écouter des histoires sur ses ancêtres. Ton arrière-grand-père, avant l'arrivée des Français, avant les mines, était un guérisseur qui servait le peuple sans demander de paiement. Les mots de la vieille femme frappèrent Célestine comme des coups, chaque révélation arrachant une couche de l'identité qu'elle s'était construite. Ibrahim observait en silence, comprenant que quelque chose de bien plus profond que la politique se déroulait sous leurs yeux. La foule se pencha, sentant que ce moment allait bouleverser tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'héritière minière qui venait d'humilier leur président. Mama Salamata se tourna vers Ibrahim, ses yeux empreints de la sagesse des générations. Sa voix restait ferme alors qu'elle révélait une vérité qui changeait tout, le sang de cet enfant coule aussi dans tes veines, mon président, par ta grand-mère Rasmata, sœur de l'arrière-grand-père de Célestine, avant que les guerres coloniales ne dispersent nos familles. Un hoquet collectif parcourut le marché alors que cette connexion impossible devenait claire. La femme qui avait jeté de la boue sur leur président était en réalité sa cousine éloignée, séparée par la politique et la cupidité, mais unie par un sang plus fort que leurs différences. La composure d'Ibrahim se fissura enfin, ses yeux s'écarquillant alors qu'il assimilait cette révélation qui transformait un acte d'humiliation publique en une tragédie familiale. Célestine recula en titubant, ses talons de créateur claquant contre le sol dur alors qu'elle réalisait que son plus grand ennemi était aussi de son sang. Le masque en bois dans les mains de Mama Salamata semblait briller sous la lumière matinale, un pont entre deux mondes déchirés par le colonialisme et la cupidité. Cette révélation des liens de sang entre Ibrahim et Célestine envoya des ondes de choc à travers la foule, transformant leur colère en quelque chose de plus complexe et incertain. Mama Fatou, la vendeuse de légumes,
observa les deux figures avec une nouvelle compréhension, ses mains burinées gesticulant alors qu'elle parlait à ses voisins des façons dont le colonialisme avait déchiré les familles. Les étudiants universitaires se regroupèrent, débattant de savoir si ce lien familial changeait quoi que ce soit au comportement insultant de Célestine ou à l'oppression systémique que sa famille représentait. Certains plaidèrent pour le pardon, arguant que le sang devait guérir les vieilles blessures, tandis que d'autres insistaient sur le fait que la richesse et les privilèges ne pouvaient être excusés par une parenté lointaine. Le chef du marché, Papa Bouma, leva sa canne pour attirer l'attention, sa voix portant l'autorité de l'âge et de la sagesse. Nos ancêtres croyaient que lorsque le sang familial est versé, toute la communauté doit décider comment guérir la plaie. Il déclara solennellement. Une discussion animée éclata alors que différentes générations et groupes sociaux tentaient de concilier leur colère avec cette révélation inattendue de liens familiaux. Les jeunes hommes qui s'étaient rapprochés, mus par la colère, reculèrent, incertains de savoir si leur instinct protecteur envers Ibrahim était encore approprié face à ce lien de sang. Les mères chuchotaient entre elles à propos des anciennes lois régissant les conflits familiaux, tandis que leurs enfants observaient, les yeux écarquillés, l'histoire se dérouler sous leurs yeux. Quelques femmes âgées commencèrent à chanter doucement, leur voix s'entremêlant dans une chanson traditionnelle sur la réconciliation et le pouvoir guérisseur de la vérité. L'énergie de la foule changea, comme le vent avant la pluie, passant d'une menace de violence à quelque chose rappelant un palaver traditionnel, où la sagesse communautaire guiderait la résolution. Même le chauffeur de Célestine sortit de la Mercedes, attiré par la gravité de l'instant qui se déroulait autour de la voiture luxueuse de sa patronne. Le marché se transforma en un conseil improvisé, les gens formant un cercle autour d'Ibrahim, Célestine et Mama Salamata, créant un espace sacré pour une prise de décision collective. Les voix s'élevaient et retombaient dans un débat passionné sur la justice, le pardon et la responsabilité des riches envers leur peuple. Certains estimaient que l'attaque de Célestine était impardonnable, malgré les liens de sang, tandis que d'autres insistaient sur le fait que la réconciliation familiale pouvait guérir des blessures plus profondes que les insultes personnelles. Le choix de la foule déterminerait non seulement l'issue de cette confrontation, mais aussi le type de société qu'ils voulaient construire ensemble. Leur décision portait le poids des générations qui avaient survécu au colonialisme, à l'exploitation et à la division grâce à la sagesse collective et aux valeurs partagées. Le soleil matinal montait plus haut alors que des centaines de voix s'unissaient dans la conversation la plus importante qu'aucun d'eux n'avait jamais connue. Alors que les voix de la communauté tourbillonnaient autour d'elle, Célestine sentit les dernières murailles de son identité soigneusement construites s'effondrer comme des châteaux de sable face à la marée. Le masque en bois dans les mains de Mama Salamata semblait pulser d'une énergie ancestrale, éveillant quelque chose de profondément enfoui en elle, étouffé par des années d'éducation européenne et de mentalité coloniale. Ses bijoux coûteux lui semblaient soudain des chaînes, sa robe de créateur un costume qu'elle avait porté pour se cacher de sa véritable identité. Les visages autour d'elle en colère, déçus, pleins d'espoir n'étaient plus ceux d'étrangers, mais de sa famille élargie, son peuple, sa responsabilité. Des larmes coulèrent sur ses joues parfaitement maquillées alors qu'elle réalisait que chaque contrat minier, chaque village déplacé, chaque désastre environnemental avait été une attaque contre son propre sang. La culpabilité qui hantait ses nuits sans sommeil éclata comme un barrage cédant, emportant des décennies de justification et d'auto-illusion. Ibrahim observait la transformation de sa cousine éloignée se dérouler devant tout le marché, reconnaissant dans son effondrement le même éveil spirituel qui avait guidé son propre engagement à servir son peuple. La foule se tut alors que les sanglots de Célestine résonnaient contre les bâtiments environnants, sa douleur si brute et authentique que même ses critiques les plus sévères se sentirent émus par sa souffrance évidente. Mama Salamata s'avança, ses mains burinées se posant sur les épaules de Célestine dans un geste de réconfort transcendant la politique et la richesse. « Les ancêtres t'appellent à rentrer chez toi, mon enfant », murmura la vieille femme, sa voix portant le poids des générations qui avaient attendu ce moment de retour. Le sac coûteux glissa des mains de Célestine, tombant sur le sol poussiéreux alors qu'elle s'effondrait à genoux devant la femme qu'il avait élevée avec amour avant que l'argent ne corrompe son chemin. Ses mains manucurées touchèrent la terre où son sac était tombé, cette même terre qu'elle avait jetée sur Ibrahim dans un élan de colère, recevant maintenant ses larmes de repentir. La transformation était visible pour tous alors que le masque sophistiqué de Célestine se fissurait complètement, révélant l'enfant effrayé et perdu qui cherchait son foyer dans tous les mauvais endroits. Sa voix teintée d'un accent français se brisa lorsqu'elle prononça ses premiers mots. On mourait depuis plus de 20 ans, s'excusant auprès des ancêtres et du peuple qu'elle avait trahi par sa cupidité. La foule observa en silence stupéfait alors que l'une de leurs oppresseurs les plus puissants devenait l'un de leurs membres les plus vulnérables, dépouillé de tout faux semblant et de toute fierté arrogante.
Ibrahim sentit son propre cœur s'adoucir en reconnaissant le courage qu'il fallait pour affronter sa honte la plus profonde en public. La lumière matinale sembla changer, baignant tout d'une teinte dorée alors que le marché assistait au retour d'une âme exilée. L'impensable se produisait sous leurs yeux, non seulement une transformation personnelle, mais un éveil spirituel capable de remodeler des familles, des communautés et des nations. Toujours agenouillée dans la poussière du marché, Célestine plongea une main tremblante dans son sac tombé à terre et en sortit son téléphone portable. La foule observa, silencieuse et perplexe, tandis qu'elle passait appel après appel, sa voix gagnant en force à chaque conversation malgré les larmes ruisselant sur son visage. Annuler les ordres d'expulsion pour le village de Gorcy, ordonna-t-elle à ses avocats, son ton ne souffrant aucune discussion malgré sa position vulnérable au sol. Ses cadres miniers protestèrent bruyamment à travers les haut-parleurs du téléphone, mais elle les coupa net avec des instructions fermes pour arrêter toutes les opérations n'ayant pas reçu le consentement préalable des communautés. Ibrahim et la foule du marché écoutaient, stupéfaits, alors que Célestine démantelait systématiquement l'empire qui avait défini son identité pendant des décennies. L'impensable se produisait en temps réel, l'une des magnats les plus impitoyables d'Afrique choisissait son peuple plutôt que ses profits. Célestine se leva lentement, sa robe coûteuse désormais tachée de poussière et de larmes, mais son attitude transformée, passant d'une arrogance privilégiée à une détermination résolue. Elle se tourna vers Ibrahim, ne le voyant plus comme un ennemi, mais comme le cousin représentant tout ce qu'elle avait perdu dans sa quête de richesse. « Je veux transférer les droits miniers de Bobo Dioulasso aux coopératives communautaires », annonça-t-elle assez fort pour que tous l'entendent, sa voix résonnant dans le marché comme une déclaration de guerre contre son ancien moi. La foule opta collectivement en réalisant qu'elle abandonnait des actifs valant des millions de dollars, une richesse qui aurait pu la maintenir dans le confort pour plusieurs vies. Son chauffeur bondit hors de la Mercedes, tentant frénétiquement de l'atteindre pour stopper ce qu'il percevait clairement comme une crise qui leur coûterait à tous leur emploi, mais Célestine le repoussa d'un geste, concentré sur la réparation des dommages infligés par sa famille sur des générations. La transformation atteignit son apogée lorsque Célestine retira ses bijoux en diamant, pièce par pièce, les plaçant sur le sol devant Mama Salamata comme des offrandes sur un autel ancestral. Sa montre Cartier, son collier d'émeraude, ses bracelets en or, tous les symboles de son ancienne vie scintillaient sous le soleil matinal alors qu'elle se dépouillait des attributs de richesse qui l'avaient séparée de son peuple. Ils ont été achetés avec une terre volée, dit-elle simplement, sa voix désormais claire et forte malgré l'ampleur de ce qu'elle sacrifiait. La foule observa, muette de stupeur, alors qu'elle ôtait ses chaussures de créateur et se tenait pieds nus dans la poussière, se reconnectant symboliquement à la terre africaine qu'elle avait exploitée pendant des décennies. Ibrahim s'avança, comprenant que sa cousine accomplissait non seulement un acte de repentir, mais un rituel de renaissance qui résonnerait à travers les générations. Le marché était devenu un sol sacré, témoin d'une transformation dont les légendes se nourriraient. 6 mois plus tard, le même marché vibrait d'une énergie différente alors que Célestine travaillait aux côtés d'autres femmes à un étal coopératif, ses mains désormais calleuses du labeur honnête, sa robe en coton simple indistinguishable de celle autour d'elle. Les diamants et vêtements de créateurs avaient été vendus, leurs revenus finançant des écoles et des cliniques dans les villages autrefois exploités par sa famille. Ibrahim rendait visite régulièrement, non pas en tant que président rencontrant une oligarque repentie, mais en tant que famille veillant sur la famille, leur lien renforcé par un engagement commun à la transformation du Burkina Faso. La communauté avait accueilli le retour de Célestine avec une prudence qui s'était peu à peu muée en une acceptation sincère, ses actions parlant plus fort que ses mots. Mama Salamata, désormais octogénaire, s'asseyait souvent avec les deux cousins, partageant des histoires de leurs ancêtres et tissant l'histoire familiale que le colonialisme avait presque détruite. Le masque en bois qui avait déclenché l'éveil de Célestine trônait désormais à une place d'honneur dans la salle de réunion de la coopérative, un rappel du pouvoir de la rédemption. L'ancienne magnate minière était devenue quelque chose d'impensable, une organisatrice communautaire utilisant ses compétences commerciales pour aider les coopératives locales à naviguer sur les marchés internationaux sans exploitation. Sa maîtrise du français et de l'anglais, autrefois symbole d'une éducation coloniale, servait désormais de pont reliant directement les producteurs ruraux à des acheteurs équitables en Europe et en Amérique. Les tactiques de négociation impitoyables qui avaient autrefois déplacé des villages obtenaient maintenant de meilleurs prix pour les agriculteurs et artisans qui n'auraient jamais imaginé que leurs produits atteindraient les marchés mondiaux. Ibrahim observait avec fierté sa cousine canaliser son intelligence héritée et sa détermination farouche dans la construction de l'indépendance économique nécessaire à la réussite de sa révolution politique. La Mercedes avait été remplacée par une simple moto qui la transportait entre les villages où elle enseignait la gestion financière et coopérative.
Sa transformation avait inspiré d'autres riches burkinabés à examiner leurs propres relations avec le pouvoir et les privilèges. La confrontation au marché était devenue une légende, racontée dans les villages à travers l'Afrique de l'Ouest comme preuve que même les cœurs les plus endurcis pouvaient être adoucis par la sagesse ancestrale et l'amour communautaire. Les enfants qui avaient assisté à ce matin-là grandirent en comprenant que le changement était possible, que les ennemis pouvaient devenir une famille, et que la richesse sans conscience était une pauvreté de l'âme. L'histoire de Célestine se répandit au-delà du Burkina Faso, inspirant les jeunes Africains à rejeter la mentalité coloniale qui assimilait le succès à la séparation de son peuple. La boue qu'elle avait jetée sur Ibrahim était oubliée depuis longtemps, remplacée par les graines de transformation qu'ils avaient plantées ensemble dans le sol africain. Leur travail commun était devenu un modèle de réconciliation honorant à la fois les valeurs traditionnelles et le progrès moderne. Alors que le soleil se couchait sur le marché où tout avait commencé, les deux cousins étaient assis, planifiant le travail du lendemain, leurs rires se mêlant aux rythmes ancestraux des tambours célébrant non seulement une rédemption personnelle, mais la possibilité d'un renouveau continental. D'ennemis lançant de la boue à membres aimés de la famille, la transformation de Célestine nous rappelle que la rédemption est toujours possible lorsque nous choisissons notre peuple plutôt que le profit. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits africains puissants et partagez le moment qui a ému votre cœur.